Salut tout le monde, bienvenue pour cette 45e partie du défi 1 livre par semaine pendant 52 semaines. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une réorganisation parce qu'avant je mettais les livres ici, mais ça commence à se casser la gueule tout le temps. Il commence à y avoir pas mal de livres là quand même. Donc le 45e, c'est Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Autant vous le dire tout de suite, ce livre m'a mis une grosse claque. Mais là, c'est plus une claque dans le sens global, parce que, en fait, là, on va parler de la fin de la civilisation, tout simplement. C'est pas une prédiction Maya, c'est pas quelque chose, la théorie du complot, etc. C'est pas quelque chose d'ésotérique. C'est au contraire scientifique, c'est appuyé par une multitude de données. C'est également appuyé par l'histoire, parce que d'autres civilisations se sont effondrées. La nôtre va peut-être s'effondrer. En fait, il y a de grandes chances que notre civilisation s'effondre. Alors je sais, ça casse un peu l'ambiance, dit comme ça. On en parle tout de suite, après le jingle. Alors, le sous-titre de ce livre, c'est « Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes ». Oui, parce que la fin de la civilisation, selon Raphaël Stevens et Pablo Servigne, on y assisterait bien de notre vivant. Donc, c'est quelque chose à prendre tout à fait au sérieux. Et qu'est-ce que c'est que la collapsologie? C'est tout simplement l'étude de ce qui va s'effondrer. Collapse, comme collapsus, vous avez également le verbe en anglais to collapse, qui est s'effondrer en un bloc, d'un coup, voilà, comme ça. Donc l'étude de tout ce qui va s'effondrer, ça se base uniquement sur des statistiques, sur des études économiques et sur l'observation de l'histoire également, parce que d'autres civilisations se sont effondrées, comme notamment les Mayas ou les Babyloniens. Alors l'idée, ça ne vous a pas échappé, c'est que nous sommes dans un monde d'exponentiel, c'est-à-dire que quand vous regardez beaucoup de courbes depuis les années 60 jusqu'à nos jours, ce qui se passe, c'est que les courbes, elles font toutes ça en gros. C'est-à-dire que la production, elle fait ça, les richesses créées, elles font ça, le réchauffement climatique, il fait ça, tout suit un monde d'exponentiel. Et le problème avec les exponentiels, c'est que les courbes, ça ne monte pas comme ça jusqu'au ciel. Au bout d'un moment, il y a un plafond, et il y a 3 réactions possibles face au plafond. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont dans le bouquin en fait. Donc vous voyez, à gauche, il y a tout ça c'est des critères. Vous avez le PIB, le tourisme, le téléphone, les investissements étrangers, la consommation de fertilisants, les véhicules motorisés, enfin, il y en a encore derrière. Température de surface, tout ça, ça suit des courbes exponentielles. Le problème avec les exponentielles, c'est que vous avez 3 scénarios possibles à la fin, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Alors, d'après l'auteur, on est plus dans ce 3e cas de figure, parce que littéralement, toutes les courbes sont en exponentielle et certaines commencent déjà à montrer des signes de ralentissement, et après les ralentissements, un effondrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un déclin progressif, c'est plutôt, l'auteur utilise la métaphore de l'interrupteur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous laissez votre doigt sur un interrupteur, il y aura suffisamment de force pour que l'interrupteur s'enfonce. Et là, du coup, ça sera, vous éteignez la lumière, en gros. C'est plutôt comme ça, un effondrement. C'est pas quelque chose où on met la pression et on la ressent tout de suite. C'est quelque chose qui, au bout d'un moment, il y aura suffisamment de pression pour que tout déraille très vite. Donc tous ces types de crises qu'on entend parler au quotidien, tout est corrélé en fait, toutes ces crises elles sont corrélées. Vous avez par exemple le tableau de la page 70, il est assez hallucinant parce que, vous voyez, rien que le changement climatique, toutes les conséquences que ça a ici, on est dans une société qui est également très en réseau. C'est-à-dire que quand vous avez un virus, il se propage très vite. Quand vous avez quelque chose, tout le monde est au courant. Qu'est-ce que ça veut dire cet effet réseau dans notre sujet là? Le truc c'est que quand il y aura une seule crise, elle va devenir mondiale. Un exemple, l'effondrement boursier de 2008, qui est parti d'une banque, les États-Unis, du coup, c'est toute la planète qui en a subi les répercussions, et ça sera comme ça pour chacun de ces problèmes, pour chacune de ces crises. Et des choses qui peuvent paraître complètement désuètes ou pas très importantes, en fait, il y a des répercussions qui sont très graves. Un exemple tout bête, je vais vous le lire, il est directement issu du livre. Quand les camions s'arrêtent, chronologie de la détérioration des principaux secteurs d'activité après l'arrêt du transport par camion. Donc on imagine que les camions s'arrêtent. On imagine qu'il n'y a plus de camions, qu'il n'y a plus personne qui prenne les camions, il n'y a plus d'approvisionnement nulle part. Durant les premières 24 heures, la livraison des fournitures médicales cessera dans la zone touchée. Plus de fournitures médicales. Les hôpitaux seront à court de fournitures de base telles que les seringues et les cathéters. Les stations-service commenceront à manquer de carburant, en 24 heures seulement. Les usines qui fonctionnent à un flux tendu subiront des pénuries de pièces. Le poste et les autres livraisons de colis cesseront. Bah oui, s'il n'y a pas de camion, on ne peut pas livrer les colis, tout simplement. On ne peut pas livrer les courriers non plus. Après un jour, 24 heures,
Les pénuries alimentaires apparaîtront. Les carburants ne seront plus facilement disponibles, conduisant à une flambée des prix et à de longues files d'attente en station-service. Après seulement 24 heures. Sans les pièces nécessaires aux usines et les camions pour la livraison des produits, les lignes d'assemblage s'arrêteront, mettant des milliers de travailleurs au chômage technique. Après 2 à 3 jours, donc on imagine ça pendant 2 ou 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Les pénuries alimentaires s'aggraveront, en particulier si les consommateurs paniquent et constituent des réserves. Les fournitures essentielles comme l'eau en bouteille, le lait en poudre et la viande en conserve disparaîtront des grands détaillants. Les distributeurs automatiques seront à court de billets et les banques ne pourront pas traiter certaines transactions. Les stations-service seront à court de carburant. Les poubelles s'accumuleront dans les zones urbaines et suburbaines. Bah oui, les camions, c'est aussi les camions de ramassage. Les porte-containers s'immobiliseront dans les ports et le transport ferroviaire sera perturbé avant de s'immobiliser. Après une semaine, les voyages en automobile cesseront en raison du manque de carburant. Sans voiture ni bus, de nombreuses personnes ne seront pas en mesure de se rendre au travail, faire leurs courses ou accéder aux soins médicaux. Les hôpitaux commenceront à épuiser leurs réserves d'oxygène. Après 2 semaines, l'eau potable commencera à manquer. Après 4 semaines, le pays aura épuisé son eau potable et il ne sera possible de la boire qu'après ébullition. En conséquence, les maladies gastro-intestinales augmenteront, mettant d'autant plus sous pression un système de soins de santé déjà bien affaibli. Vous voyez que comme tout est interdépendant, comme on est tout interdépendant, une simple crise, si elle se prolonge, ça affecte également énormément d'autres choses. C'était une lecture très agréable et très passionnante malgré le sujet un peu grave. Personnellement, j'ai vraiment aimé et je l'ai dévoré. Je l'ai lu en 3 jours au lieu d'une semaine, donc c'est quand même... c'est pour vous dire à quel point ça m'a scotché. Ils en font pas trop dans les statistiques et pas trop dans le détail, donc ce qui fait que vous pouvez tout à fait suivre, c'est très accessible également, donc ce qui fait que même si vous n'avez pas des bases de statistiques, de maths et que les graphiques c'est pas votre truc, il vous explique tout et c'est vraiment très très bien expliqué. On l'a à la bibliothèque, lui, il arrête pas de sortir, donc ça m'a un peu piqué ma curiosité, donc j'ai décidé de me le prendre pour moi, sinon je serais encore en train de l'attendre là. Il arrête pas de sortir ce bouquin. Et d'ailleurs, ils le disent, les auteurs, à chaque fois qu'ils font des conférences, parce qu'ils en font pas mal apparemment, les gens ils sont vachement, ils sont tristes, ils sont en colère, enfin ils ont des grosses émotions qui sortent quand ils viennent donner leurs chiffres, leurs analyses, et tout simplement les analyses des gens qui ont été là avant eux, quoi. Donc voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler du modèle Handy 3 de la NASA. Il y a ces articles que j'ai pas arrêté de voir fleurir. C'était marqué: la NASA prédit l'effondrement de la fin du monde et tout, etc. La fin de notre civilisation. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh ben, c'est vrai, mais c'est pas le modèle le plus complet. C'est-à-dire que notre civilisation va bien s'effondrer à un moment. Le truc, c'est que il apparaît quand même clairement qu'il y a 6 points pour lesquels il va falloir faire particulièrement gaffe, et 6 points qui peuvent à eux seuls déclencher un effondrement. La population, c'est-à-dire plus on est nombreux sur Terre, plus au bout d'un moment il va falloir des ressources pour maintenir tout le monde en vie. Il y a également la production industrielle, tout simplement matérielle, quoi, la consommation. La production de services. Vous avez également la production alimentaire, c'est-à-dire qu'on est en train d'épuiser la Terre, toujours produire plus, et un certain nombre de tonnes. Enfin moi, à chaque fois je regarde les trucs à la télé, les reportages à la télé où il faut tant de tonnes de ça, où chaque jour est extrait tant de tonnes de... Je me dis, mais... J'essaie de me représenter ce que ça fait une tonne, et puis je me dis, mais tu imagines, chaque jour, t'as des tonnes de chocolat, ou des tonnes de trucs, des tonnes de légumes, des tonnes de viande, des tonnes de trucs. Tu te dis, mais comment c'est possible ça? Comment t'arrives à renouveler le truc? Donc ça m'a toujours frappé, mais là on met le doigt dessus. On dit tout simplement que ce ne sera pas possible à long terme. Vous avez également la pollution. Si évidemment il n'y a plus d'air disponible, tout le monde meurt. Si l'air il est trop dégueulasse, si les rivières, les nappes phréatiques elles se reforment pas, si les changements climatiques on les a déjà, c'est déjà irréversible, on les a déjà. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire dans le livre, c'est que au bout d'un moment, ces changements désastreux, ces incendies qui n'en terminent plus, les canicules de 2003, les montées des eaux, les crues, tout ça, ça va devenir la norme. Donc là, ça reste exceptionnel, mais au bout d'un moment, il va y en avoir tout le temps. Donc ça va devenir la nouvelle norme. Alors, suite au modèle de la NASA, il y a des chercheurs qui ont mis en place un modèle un peu plus fiable, qui prend en compte beaucoup plus de choses, notamment ces 6 paramètres. Ce nouveau modèle, ce nouveau logiciel, ils ont procédé à plusieurs simulations, en fait. Là, c'est assez hallucinant, parce qu'à partir de... Vous voyez les courbes, je vais vous les montrer. Vous voyez, les 6 critères dont je vous parlais, à partir d'une certaine époque, à partir d'une certaine date,
tout va s'effondrer. C'est vrai, c'est l'interrupteur, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va lâcher, tout va lâcher d'un coup. Donc, la conclusion de tout ça, pour vous la faire courte, imaginez, vous mettez tout sur le changement climatique pour résoudre le problème de la pollution, pour pas que la pollution obtienne un trop haut niveau et vous la faites descendre. Et ben même si vous faites ça, la civilisation s'effondrera quand même. De la même façon que si vous réduisez les inégalités et que vous vous mettiez à distribuer équitablement toutes les richesses, le problème c'est que ça n'empêcherait pas la civilisation de s'effondrer également. En fait, et c'est ça qui est effrayant, c'est que la seule façon d'empêcher un effondrement de notre civilisation serait d'agir sur tous les critères en même temps. Produire moins, distribuer les richesses plus équitablement, penser au changement climatique et penser à l'environnement, produire moins de services, diminuer la production industrielle au même niveau, au grand maximum que ce que c'était en l'an 2000. Et voilà, il faudrait faire tout ça en même temps, d'un coup. Donc voilà, alors à la fin, est-ce que j'ai quelque chose à dire de plus sur ce livre ? Il m'a donné une claque de la même façon que It m'avait donné une claque au niveau de l'alimentation. Ce livre ne conviendra pas à tout le monde. En fait, ils le disent, il y a 3 types de réactions. Il y a les gens qui refuseront en bloc tout ce qui est écrit dans ce livre, même si c'est hyper argumenté, hyper machin truc. Il y a des gens qui deviendront très tristes et deviendront fatalistes, à dire bah de toute façon à quoi ça sert maintenant que je sais tout ça, etc. Et il y a des gens qui se disent, il y a des gens qui seront en colère, qui diront ben bien fait, de toute façon l'espèce humaine c'est que des connards et tout, enfin... Une chronique un petit peu plus longue que d'habitude, j'espère que ça vous a pas trop saoulé. La semaine prochaine, on attaquera la 46e partie du défi. Je lis quoi la semaine prochaine? J'en sais rien parce que j'avais commandé un livre de Bono, Édouard T. Bono, La pensée latérale. Le problème c'est qu'il vient pas, donc il est très en retard. Et donc du coup, je sais pas ce que je vais lire à la place. Et voilà, donc j'ai pas encore choisi, mais je vous ferai la surprise. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous parle ça, il y a une... C'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.